La pratique de plusieurs langues et les échanges internationaux sont aujourd'hui monnaie courante. C'est pourtant un métier de l'ombre que nous avons décidé de mettre en lumière, celui de la traduction littéraire. Les difficultés et les enjeux qui englobent cet exercice sont nombreux. Nous sommes partis à la rencontre des acteurs de la traduction. Leur vocation pour les langues a fait d'eux les héritiers de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Двигаясь к востоку, люди вышли на равнину в Шинаре и поселились там. Они сказали друг другу: Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backstein. He käyttivät savitiirtä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. En traduction littéraire, on traduit toujours vers sa langue maternelle. Il s'agit évidemment de comprendre très bien la langue de départ, de comprendre les enjeux littéraires du texte, son fonctionnement intime, ce qu'a voulu faire l'auteur avec sa langue, avec son histoire. Mais ensuite, c'est un exercice de rédaction en français, de maîtrise de sa propre langue. Aucune langue ne fonctionne comme une autre. Donc on a forcément deux systèmes. Et là, je voudrais faire une petite analogie avec mon premier métier d'architecte. L'architecte, il a un programme qui est sur le papier, qui doit traduire en une série de volumes. Le traducteur, lui, il a une sorte de programme qui est le livre original, qui doit traduire dans une autre langue. Et c'est un peu comme s'il avait deux matériaux différents. C'est comme si on avait un bâtiment en bois, par exemple, qui est l'original, et qu'il faille le reconstruire, mais avec du marbre, ou de la brique, ou tout ce qu'on voudra. C'est évident qu'on n'aura jamais le même résultat. Donc lui, il écrit Hinken, Hocken, Hobeln, Hohngelächter, Heulen. Donc ce sont 5 mots qui commencent tous par un H aspiré, très spécifique de l'allemand en plus, ça n'existe pas en français. Ensuite, il continue par Bramarbasieren und Brummen wie die Hummeln. Brummen wie die Hummeln. Donc bourdonner comme des bourdons notamment. Mais ce sont 2 termes différents. En français, je n'ai pas pu rendre toute la série d'assonances et d'allitérations, c'était impossible. Donc là, on est obligé de s'écarter déjà de l'aspect phonétique, de l'impression phonétique que laisse le texte allemand. Avec le finnois, les auteurs sont très libres, ils créent des mots autant qu'ils veulent. Ce caractère onomatopéique de la langue permet des variations infinies, par exemple, ne serait-ce que pour la façon de marcher. On a des verbes comme lullerta, taperta, tomistella, hiipia. On sent rien qu'à les entendre la façon dont les gens marchent. En français, on a marché, point. Finalement, rares sont les textes où on peut se contenter d'une fidélité maximale aux mots et à la phrase. Et on va être amené quasi systématiquement à adopter un parti pris, par exemple au niveau de la ponctuation, au niveau de la syntaxe, de l'ordre des mots, au niveau des registres de langage, pour traduire de l'argot, des gros mots, pour traduire la brièveté des phrases, des dialogues, etc., etc. Les particularités de chaque langue et de la culture qui s'y rattachent sont fondamentales. Le traducteur a la lourde tâche de rester fidèle au texte original et doit concilier le style et le sens. Que le traducteur décide de privilégier la langue ou le style, son choix sera crucial. Le plus souvent, je dirais que le critère qui doit guider le plus souvent, c'est le critère du sens. Et si on peut en plus y ajouter les allitérations ou les assonances, dans ces cas-là, on ne se prive pas, mais je pense que le sens doit prévaloir. J'essaie aussi, par exemple, de garder la coloration des phrases, c'est-à-dire de garder le rythme. Si j'ai le choix entre 2 mots français, dont un a une sonorité peut-être plus proche de l'original, je vais prendre celui-là, et pas celui qui s'en écarte le plus. Un auteur comme Dostoïevski, qu'il soit traduit par des sourcistes ou par des ciblistes, sa force est suffisamment telle, radicale, qu'il va réussir à s'imposer, quel que soit le traducteur. Ils dirent encore هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. And let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. La concurrence entre traducteurs existe, mais elle n'est pas la même selon les langues. La principale différence, c'est qu'on a
peu de concurrence. On est très très peu sur le marché. Pour le finnois, on doit être, disons, entre 5 et 10 à peu près actifs, vraiment, enfin, en littérature, bien sûr. Maintenant, il y a un peu plus de jeunes, mais il y a eu une période où on était 3. Je pense que quand on traduit une langue rare, on est en position de force vis-à-vis des éditeurs pour négocier les contrats. Ça, c'est sûr, parce que si l'éditeur a besoin qu'on traduise, on peut tenter de faire monter les prix. Quand il y a une concurrence sauvage avec l'anglais, c'est l'éditeur qui est le maître, donc lui fait baisser les prix. À très long terme, je me demande jusqu'à quel point nous arriverons à résister à cet envahissement de l'anglais, y compris d'ailleurs en France, où on voit bien que la majorité des textes traduits, je crois qu'on arrive à 60%, viennent du monde anglo-saxon, ce qui est aussi en soi un problème, semble-t-il. C'est assez bouché, oui. En plus, les places sont quand même assez limitées, surtout... L'anglais, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de travail, mais les traducteurs qui y sont depuis un moment sont partis pour rester un bon moment. Il y a beaucoup d'arrivées de nouveaux sur le marché, parce qu'il y a quand même plusieurs, je ne sais plus, une bonne dizaine, je crois, de masters traduction qui forment des jeunes. Et du coup, on se retrouve avec plusieurs centaines de nouveaux chaque année, qui ont forcément de la peine à trouver de la place sur le marché. Je vois sur ma promo, on était 8. Je crois qu'on n'est que 2 qui vivent de la traduction maintenant. Les autres se sont reconvertis. Господь сошел посмотреть на город и башню, которые строили люди, и сказал: «Все люди». Behold, they are one people, and they have all one language. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. En plus des débouchés, la rémunération pose problème. Peut-on vivre de la traduction littéraire aujourd'hui ? Aujourd'hui, un traducteur littéraire, ceux qui sont à l'AGSA, donc la sécurité sociale des auteurs, et donc dont c'est l'activité principale, gagne en moyenne, déclare en moyenne 18 000 € de droits d'auteur annuels. Donc on est quand même très en deçà de revenus auxquels pourraient prétendre des gens qui sont en général très qualifiés pour exercer cette activité. Avec des revenus pareils, notre sort reste pour autant enviable si on le compare à celui de nos collègues européens. Ce qui est très différent, en fait, c'est le statut d'auteur qu'ont les traducteurs en France. Alors ça, c'est totalement unique. Je crois qu'il n'y a quasiment aucun autre pays au monde où le traducteur est considéré comme un auteur. Dans la plupart des pays, le traducteur littéraire a le même statut que les traducteurs techniques, c'est-à-dire que c'est un indépendant qui livre son travail, qui est payé en honoraires, point barre. So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth. فكفوا عن بنيان المدينة ولذلك دعي اسمها بابل. Denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. L'enjeu le plus important de la profession est peut-être celui de la reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est un sujet sensible forcément. Parce que, bon, déjà avoir son nom sur un livre c'est bien, sauf qu'il est souvent à l'intérieur et pas dessus. On aimerait bien arriver à faire passer un accord avec les éditeurs pour avoir au moins le nom sur la première de couverture. Certains le mettent sur la 4e, c'est déjà ça. Des fois, il n'est pas du tout à l'extérieur, des fois, personne n'en parle. Mais ce n'est pas toujours évident d'être connu, non. Comment considérer le traducteur ? D'abord, il y a un détail matériel tout bête, c'est que le traducteur bénéficie d'un contrat d'auteur. J'appelle contrat d'auteur le contrat qui bénéficie d'un avaloir acquis, quel que soit le nombre de ventes, et d'un pourcentage sur les ventes. Donc à partir de là, c'est presque un débat qui, pour moi, dont la réponse est pour moi induite. Le traducteur travaille sur la langue, ce sont ses mots à lui qu'on va lire en français, et mine de rien, ce ne sont pas... Quand on lit Fuck America, ce ne sont pas les mots d'Edgar Ilsenrath, ce sont les mots de Jörg Stickan, fût-il la réinterprétation, la transformation, la traduction, l'adaptation des mots d'Edgar Ilsenrath. Donc c'est la pensée et le monde d'Edgar, mais formulé dans la langue de Jörg Stickan. Énormément de médias, par exemple, oublient de citer le nom du traducteur.
Ce qui est aussi la faute des éditeurs, parce qu'il y en a qui n'insistent pas pour que les traducteurs soient cités. Il y en a d'autres, au contraire, qui font bien ce boulot-là, qui mettent les traducteurs en avant. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, c'est quand même toujours difficile. Il y a des tas de journalistes à qui il faut rappeler que le traducteur existe. Une collègue qui en parlait l'autre jour, elle disait qu'elle avait écouté une critique de son livre à la radio, enfin du livre qu'elle avait traduit. Le journaliste vantait le style, lisait des passages entiers, comme si c'était l'auteur anglais qui avait écrit, alors que c'est son style à elle qu'il vante finalement. Et il n'a jamais dit son nom une seule fois. Il n'a jamais parlé de la traduction. Et ça, c'est quelque chose qui peut rendre assez amer quand on voit la place du traducteur. Alors certes, au cours des années, le traducteur a gagné son nom généralement sur la couverture, la 4e de couverture, mais c'est à peu près tout ce qu'il a gagné quand Attila ose mettre la biographie du traducteur sur le rabat de couverture. Ça paraît tellement révolutionnaire que tous les journalistes en parlent pour nous rendre hommage. Moi, ça me paraît un peu le b.a.-ba. Aujourd'hui, les outils de traduction sont démocratisés et à la portée de tous. Internet a modifié les modes de consommation de la littérature, remettant en cause la rémunération et l'avenir des traducteurs. L'avenir de la traduction, l'avenir des traducteurs et de leurs revenus, puisqu'on en parlait tout à l'heure, là, c'est vraiment couplé avec la question de l'avenir des auteurs et de la rémunération de la création. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on est tous dans le flou sur les modèles économiques qui vont pouvoir émerger. L'avenir du métier, j'espère que ça va continuer. De toute façon, tant que tout le monde ne parlera pas la même langue, on aura besoin de nous. C'est le plus vieux métier du monde et je pense que ça va perdurer.